Chapitre 19. Kishikaisei. Se lever des morts et renaître. Je pressais le pas pour atteindre le lycée de Hayate, jetant régulièrement des coups d'œil à mon téléphone portable. La cérémonie débutait à 9h30, mais Hayate m'avait conseillé d'arriver un peu en avance pour être certaine d'avoir une place assise. La remise du diplôme de second cycle était une étape importante dans la vie d'un Japonais. Cette célébration marquait en effet l'achèvement de 12 longues années d'instruction, le dénouement d'une vie sous pression à bachoter dans l'espoir d'être admis dans la meilleure école, le meilleur collège, puis le meilleur lycée. C'était la ligne d'arrivée, l'entrée dans la période dorée des études supérieures, une période pour souffler et s'amuser avant de se soumettre à nouveau au stress, celui du marché du travail. La fin du lycée était un rite, celui du passage à l'âge adulte. Hayate n'intégrerait pas l'université le mois prochain. Il avait cherché un job supplémentaire pour récupérer un peu d'argent avant son grand départ à la fin du mois de juin. En plus de ses services du midi au Hotaru, il passerait donc ses soirées à travailler en tant que serveur chez l'Hoteria, une chaîne de fast-food. Le reste de son temps serait partagé entre moi et les entraînements au basket, son coach ayant accepté d'encadrer son poulain jusqu'au bout. Hayate semblait déterminé, motivé et heureux à la perspective de réaliser son rêve. Il l'était en revanche beaucoup moins à l'idée de me quitter. Depuis la Saint-Valentin, 3 semaines plus tôt, nous n'avions plus abordé le sujet. Nous nous contentions de vivre sans y penser, sans réfléchir au futur. Mais notre façon de nous toucher, de nous embrasser, de réclamer l'autre en permanence trahissait la crainte de la séparation. Notre entourage semblait également avoir pris conscience de notre avenir. Au restaurant, sa mère s'arrangeait pour raccourcir ses services afin qu'il puisse passer plus de temps avec moi, et Yumiko me proposait régulièrement de l'inviter à manger à la maison. Mon père m'avait d'ailleurs autorisé à sécher les cours aujourd'hui pour que je puisse assister à cette remise de diplôme. Malgré les examens du bac qui approchaient à grands pas, je n'avais pas eu besoin de négocier. Il m'avait tout de suite accordé sa bénédiction. « Bien sûr, Myrtille, profite tant que tu peux », m'avait-il conseillé avec un regard débordant de compassion. Je passais la grille du lycée qui était grande ouverte pour l'occasion. Le pauvre concierge, armé d'un balai et d'une petite pelle, s'acharnait à ramasser les pétales de sakura qui s'étalaient partout. Entreprise vaine. À chaque coup de vent, les cerisiers alignés le long de la rue qui menait à l'école déversaient un nouveau flot de flocons rose pâle. Je soupirais en admirant ceux-ci virevolter dans les airs. Rien n'était plus beau que le Japon sous les cerisiers en fleurs. Je traversais le complexe scolaire pour atteindre le gymnase où j'avais eu l'occasion d'assister à quelques matchs et ne pus m'empêcher d'avoir un pincement au cœur en franchissant ses portes pour la dernière fois. Plus jamais je ne viendrai le soutenir ici. Plus jamais. J'observais le bâtiment réaménagé en salle de cérémonie. Toute la surface du terrain était occupée par des chaises pliantes qui faisaient face à une petite estrade. Sur celle-ci avait été accrochée une banderole annonçant 25e cérémonie de fin d'études, et derrière, en hauteur, bien visible depuis n'importe quel point de la salle, pendait le Hinomaru, le drapeau du Japon, blanc au soleil rouge. « Blue! Blue, par ici !» Je me tournai vers la gauche du gymnase et tombai sur Sayaka qui se tenait près des chaises les plus au fond de la salle, celles réservées aux familles des futurs diplômés. Habillée d'un élégant kimono gris cintré d'une ceinture noire, elle me faisait des petits signes pour m'inviter à la rejoindre. Elle n'était pas la seule à porter le kimono aujourd'hui, de nombreuses femmes étaient venues ainsi vêtues. J'avançai jusqu'à la rangée où elle était assise. « Vous êtes si jolie !» ne pus-je m'empêcher de la complimenter en la dévorant des yeux. Le tissu de son kimono était orné de discrètes fleurs dans une teinte de gris plus clair, une merveille. Moi qui avais toujours adoré le costume traditionnel japonais. « Oh, mais non, voyons !» s'évertua-t-elle à refuser mes politesses. « Viens t'asseoir, je t'ai réservé une place à côté de moi. » Elle me montra la chaise vide près d'elle. « Merci beaucoup, » dis-je en me penchant légèrement en avant. Je me glissai dans la rangée de sièges pour la rejoindre, m'excusant au passage auprès des quelques personnes déjà installées, des mamans pour la plupart. « Toi aussi tu es très jolie !» me complimenta à son tour la maman de Hayate. Je rougis en jetant un coup d'œil à ma petite robe noire qu'on apercevait sous mon duffel-coat ouvert, les pièces les plus élégantes de mon placard, sans aucun doute. Mais à côté de Sayaka et de son somptueux kimono, c'était insignifiant. Une carpette de bain à côté d'un tapis persan tissait main. « Merci », bredouillai-je timidement, en me laissant choir sur la chaise qu'elle m'avait réservée. Je me frottais les bras, grelottant malgré mon manteau. Le gymnase était à peine chauffé, et les températures étaient encore fraîches début mars au Japon. « Blue, Blue !» m'interpella Sayaka en me tapotant le bras. « Tu la connais ?» Elle me désigna la personne qui se trouvait assise à côté d'elle. Je penchai la tête pour mieux observer cette dernière. Il s'agissait d'une femme à lunettes, dans la cinquantaine, peu avenante. Contrairement à Sayaka, elle portait un tailleur noir formel, digne d'un enterrement. Elle me toisa avec un air méprisant. Je jetai un regard perplexe à Sayaka. « Non. »« Mais si, tu la connais !» s'amusa Sayaka. « C'est Morioka-san, la maman d'Akito. »« Ah, Kso !» Je m'empressai de feindre mon plus beau sourire. « Ravie de vous rencontrer, Madame Morioka.
J'avais rarement menti aussi fort. « C'est la fille de Matthew, la sœur de Hatsuna », expliqua Sayaka à la mère d'Akito. « Ah » réalisa cette dernière. « Miru-chan » Je confirmai d'un franc coup de menton. « Oh, je vois. Ton japonais est très bon », me félicita-t-elle. « Merci beaucoup. Je dois tout à Hatsuna et Yumiko. » Passer un peu de polish à ma sœur me semblait très approprié dans la situation actuelle. Et surtout celle à venir. Les lèvres de la mère d'Akito se déformèrent en un étrange rictus. C'était un sourire, ça? Hatsuna est une gentille fille, très joyeuse. Je suis contente qu'elle s'entende bien avec Akito. Je gardais mon sourire figé. À ce rythme, j'allais finir avec des crampes dans les joues. Si depuis la Saint-Valentin, Hayate et moi étions plus proches et plus amoureux que jamais, pour Hachan et Akito, la situation était bien différente. Leur week-end à Wakayama avait été un fiasco. Disputes, accrochages, maladresse, Akito n'était pas parvenu à satisfaire les envies de Hatsuna, et la boîte que je lui avais fournie n'avait été délestée que d'un unique préservatif qui, de ce que j'avais compris, n'avait pas été au bout de sa mission. Depuis cette lourde déception, Hatsuna ne cessait de se plaindre de son amoureux, et elle m'avait avoué qu'elle comptait profiter du départ d'Akito pour l'université de Nara le mois prochain pour rompre. Alors me retrouver à côté de la maman du futur ex-petit ami de ma petite sœur me mettait tout sauf à l'aise. Heureusement, les élèves de 2e année entrèrent dans le gymnase, déclenchant un brouhaha prétexte à éviter la discussion. Ils s'installèrent sur les rangées de chaises situées au milieu de la salle, guidés par leurs professeurs principaux. Le lycée de Hayate n'était pas énorme et comptait 6 classes d'une 40aine d'élèves par niveau. Entre les 2e et 3e années, les élèves de première année n'étant pas conviés à la cérémonie, le gymnase serait bientôt rempli de 500 élèves et de tout le corps enseignant. Quelques officiels, directeurs généraux, directeurs d'école, représentants du quartier, de la ville ou de la préfecture, montèrent sur l'estrade. Comme tout ce qui était autorité officielle au Japon, c'était gris et masculin. Les 3e années entrèrent enfin sous les applaudissements, tous vêtus pour la dernière fois de leurs uniformes scolaires. Hayate faisait partie de la 3e classe de terminale, la 3C, et ne put s'empêcher d'échanger un regard avec moi lorsqu'il traversa la salle pour s'asseoir avec ses camarades juste devant l'estrade. Je le suivis des yeux, bêtement ébloui. Je ne voyais que lui. Bon, pour ma défense, Hayate était très grand pour le Japon et dépassait toujours tout le monde d'une tête. Je l'observais prendre place au 3e rang, sérieux, fier et charismatique, et sentis mon cœur se serrer dans ma poitrine. Il allait m'oublier dans les bras d'une sublime américaine à la vitesse de l'éclair, c'était évident. Les stars de la cérémonie installées, les festivités purent débuter avec le chant de l'hymne national japonais, le fameux Kimigayo, suivi de l'hymne de l'école, un air vieillot que j'avais eu l'occasion d'entendre lors des victoires de l'équipe de Hayate. Donc pas très souvent. L'équipe était d'ailleurs arrivée 12e au classement interlycée du Kansai, un classement plutôt mauvais qui faisait que Hayate n'avait reçu aucune proposition miraculeuse d'une équipe régionale qui l'aurait retenue au Japon. Un petit bout de moi, égoïste et capricieux, avait espéré, mais non. Et tant mieux pour lui. J'écoutais l'hymne de l'école parler de fierté, d'effort, de persévérance et, bizarrement, de montagne. Une fois les 2 minutes de chansonnette braillées, nous fûmes autorisés à nous rasseoir. Debout sur l'estrade, devant son pupitre et son micro, le directeur du complexe scolaire prit la parole. Son discours, mal articulé et dans un japonais très formel, était beaucoup trop compliqué pour moi, et je décrochai rapidement pour observer la salle silencieuse, ces élèves qui habituellement portaient leurs uniformes n'importe comment, la cravate lâche, la chemise sortant du pantalon ou la jupe exagérément raccourcie, et qui, aujourd'hui, étaient tous tirés à 4 épingles. L'introduction du directeur achevée, le professeur principal de la 1re classe de terminale monta sur l'estrade. Il appela alors les noms de ses élèves qui se levèrent un à un en poussant un présent enthousiaste. Certains élèves montraient plus d'entrain que d'autres, et les réponses mal assurées de quelques-uns suscitèrent moqueries et ricanements. Lorsque ce fut au tour de la classe 3C et que le professeur appela Iwata Hayate, il se leva de sa chaise avec un haï franc et enjoué. Je souris discrètement, touché par le moment. Cette cérémonie marquait la fin de sa scolarité japonaise. La prochaine fois qu'il franchirait les portes d'un établissement scolaire, ce serait de l'autre côté du Pacifique. Un élève représentant la terminale 3C monta ensuite sur l'estrade pour recevoir symboliquement les diplômes de tous ses camarades qui furent alors autorisés à se rasseoir. S'ensuivirent une série d'allocutions très ennuyeuses de professeurs importants et de représentants des clubs, puis le discours d'une élève de 2e année chargée de transmettre les adieux des cadets, les kōhai, à leurs aînés, leurs senpai. Quelques élèves de terminale, ceux qui avaient brillé en cours d'année ou qui s'apprêtaient à intégrer des établissements prestigieux, toute proportion gardée bien sûr, vu la réputation du lycée de Hayate, aucun d'entre eux n'entrerait à Tōdai, eurent le droit de prononcer leurs petits mots, parfois avec émotion. Le speech de la dernière élève, une jeune fille bouleversée par le moment, comparait joliment les lycéens à des fleurs de cerisier qui ne reviendraient jamais sur l'arbre qui les avait fait grandir.
C'est à ce moment-là que les élèves de 3e année commencèrent à pleurer, prenant conscience qu'une page se tournait et qu'ils ne seraient plus jamais des lycéens. Les élèves de terminale se levèrent pour rejoindre les gradins qui se trouvaient derrière l'estrade. Après 20 minutes de fastidieuse préparation, ils entonnèrent une chanson que je n'avais encore jamais entendue nommée Tabidachi no Hini, le jour du départ. Elle parlait de séparation, de courage, d'espoir et de rêve, du ciel bleu immense. Elle exhortait à croire en l'avenir et à déployer ses ailes pour s'envoler. Chantée en chœur par plus de 200 personnes, leur voix résonnant dans le gymnase, impossible de ne pas sentir toute l'émotion de ces élèves qui, pour la plupart, ne se reverraient jamais. Je me mis à pleurer discrètement. Pour moi aussi, le jour du départ approchait, et je ne quitterais pas seulement le lycée, mais également le Japon, mon papa, Hachan, Yumiko, cette vie que j'aimais tant. J'observais Hayate, imperturbable au milieu de ses amis en larmes. Il fallait toujours qu'il cache ses sentiments en public, ce grand bêta, mais je le connaissais bien désormais, et je voyais à sa façon de se concentrer exagérément sur les paroles qu'il était plus ému qu'il ne voulait le laisser paraître. Sayaka me tendit gentiment un mouchoir. J'échangeai un sourire avec elle, son regard brillant plongé dans le mien, et marmonnai un merci à peine audible. Lorsque la chanson arriva à son terme, le professeur de la première terminale, la 3A, demanda à ses élèves de le suivre pour les reconduire dans leur salle de classe. Dans un même mouvement, tous les élèves se courbèrent en avant vers leur enseignant en prononçant un magnifique « Merci, professeur » qui me donna le frisson. Ce fut ensuite au tour de la 2e classe de terminale, puis de celle de Hayate. Chaque classe exécuta ce rituel pour exprimer sa gratitude envers son professeur principal qui semblait sincèrement touché par ses remerciements parfaitement orchestrés. En passant devant nous pour regagner sa classe, Hayate me fit un signe discret afin que je comprenne « je te rejoins vite ». Nous avions convenu de nous retrouver devant le lycée. La tradition voulait que les élèves profitent de l'après-cérémonie pour offrir des cadeaux aux professeurs, ressasser les souvenirs ou prendre quelques photos. Certaines écoles avaient des rituels de passation de pouvoir entre 3e et 2e année qui quitteraient à leur tour le lycée l'année suivante. Mais Hayate n'avait pas prévu de s'éterniser. Il récupérait son livret de fin d'année et son diplôme, puis il me rejoignait pour célébrer l'ouverture de cette nouvelle ère en tête-à-tête. Pour lui, le lycée appartenait désormais au passé, et il ne regardait jamais vers le passé. C'était d'ailleurs quelque chose qui m'avait tout de suite séduite chez lui. Sayaka se pencha vers moi tandis que les 2e années traversaient la salle. « C'était un peu long, non » me glissa-t-elle malicieusement. « Oh oui » approuvai-je soulagé. Je me levai en même temps qu'elle pour quitter le gymnase. Après l'échange de quelques courbettes avec la mère d'Akito, que je sentais aussi fausse que son rejeton, de vrais bons produits de Kyoto. Sayaka et moi sortîmes de l'établissement à petits pas, la maman de Hayate ne pouvant pas marcher très vite avec ses guettas aux pieds. « Hayate et toi venez au Hotaru pour fêter ça » demanda-t-elle. Hayate m'a dit qu'il avait quelque chose à me montrer. Je crois qu'il voulait m'emmener quelque part. Mais nous vous rejoignons après, m'empressai-je d'ajouter en voyant son petit air déçu. Elle retrouva le sourire. Bon, je lui dirai de m'envoyer un message. Je vais commander de l'anguille grillée. Je souris, ravie à l'idée de me régaler. Merci beaucoup de toujours prendre soin de moi, Sayaka. Elle secoua doucement la tête. Non, merci à toi d'avoir pris soin du cœur de Hayate, dit-elle avec un peu de tristesse dans la voix. Je baissai le nez pour qu'elle ne voie pas l'émotion sur mon visage. L'emploi du passé ne m'avait pas échappé. Mais je connaissais désormais suffisamment Sayaka pour savoir qu'il n'y avait là aucune volonté de blesser. C'était un constat, et derrière ces mots, elle s'adressait en réalité des reproches à elle-même. Merci d'avoir pris soin de Hayate, car moi, je n'ai pas été capable de le faire. Nous échangeâmes un regard à la fois heureux et triste à l'image de cette cérémonie. Heureux du nouveau départ que Hayate s'apprêtait à prendre, triste car bientôt, Sayaka et moi redeviendrions des étrangères l'une pour l'autre. Elle resta un instant à me fixer en silence, puis elle posa sa main sur ma joue, tendrement. « Prenez votre temps. » Je me contentais de hocher la tête, incapable de parler, touché par tant de bienveillance. Elle reprit sa main et me gratifia d'un discret signe « au revoir » avant de s'éloigner en trottinant dans son kimono gris. Je soufflai un bon coup, les yeux rivés au bâtiment de l'école, tentant de ravaler les larmes. Depuis les fenêtres entr'ouvertes du 2e étage, on pouvait entendre des cris de joie, des applaudissements et des grands « arigato gozaimasu !» Tout ça dans la mélancolie des fleurs de cerisier s'éparpillant au gré du vent. Je ne patientais qu'une petite demi-heure avant de le voir sortir de l'édifice principal. Son sac, dont dépassait le tube en carton qui protégeait son diplôme sur l'épaule, il s'était débarrassé de sa veste d'uniforme et avait déboutonné le premier bouton de sa chemise, ainsi que desserré sa cravate pour être plus à l'aise. Je l'observais traverser pour la dernière fois la cour de ce lycée devant lequel j'étais venu le retrouver tant de fois. « Désolé de t'avoir fait attendre, » dit-il en arrivant en face de moi. Son sourire était éblouissant, je le sentais soulagé. « Je t'en prie, félicitations pour ton diplôme. » Il souffla, son regard posé sur moi.
Il semblait un peu hésitant, mais décida finalement de m'attraper par la nuque pour m'embrasser sur le front. Les gestes étaient toujours un peu gauches, mais l'intention si sincère. Je rougis comme si c'était la première fois qu'il me touchait. Pourtant, après notre week-end de Saint-Valentin où il s'était montré inventif et entreprenant, je n'avais plus à m'empourprer pour un petit baiser sur le front. « Je suis heureux que tu sois là aujourd'hui », m'avoua-t-il. Je lui souris. « Ta maman nous attend au Hotaru. Elle va commander de l'anguille grillée. »« Oh, parfait !» se ravit-il. « Mais d'abord, j'aimerais te montrer quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Viens avec moi !» s'exclama-t-il en m'attrapant par la main. Je résistais quand il tenta de m'entraîner avec lui. Il se tourna vers moi pour m'interroger du regard. « Tu ne m'emmènes pas dans un love hotel, j'espère ?» Il éclata de rire. « Non, pas du tout. Allez, viens. » Je le suivis jusqu'à la gare où nous prîmes le train pour 4 stations. Il nous fit descendre dans un coin de Kyoto où je n'avais encore jamais mis les pieds. « À droite !» me dit-il sans hésiter. Sa main ne lâchait pas la mienne. J'observais les alentours, intrigué. Pas une échoppe ou un café, rien, juste la quiétude d'un quartier résidentiel japonais. Il avança à travers les ruelles qu'il semblait bien connaître, jusqu'à arriver à un carrefour. Au nord-ouest se trouvait la porte d'entrée en bois sombre caractéristique d'un temple bouddhiste. Hayate traversa la route pour se diriger vers celle-ci, ma main toujours dans la sienne. « Un temple ?» m'étonnai-je. « Oui, un temple », confirma-t-il. J'eus une montée d'angoisse. Voulait-il remplir avec moi une de ces petites tablettes cucu où les amoureux faisaient vœu de s'aimer pour l'éternité ? Je ne croyais pas du tout à ce genre de truc, et j'aurais bien du mal à le lui cacher. Je le suivis dans la cour du temple couverte de gravier blanc. Hayate évita le bâtiment principal pour passer sur le côté et atteindre l'arrière du jardin. Il s'arrêta enfin devant une multitude de statuettes, représentations de Bouddha miniatures aux visages ronds et joviaux. Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les formes, disposées sur une sorte d'escalier, et tout était affublé de bavoirs et de bonnets rouges aux styles et aux matières variées. Quelques offrandes reposaient à leurs pieds, des bâtonnets d'encens, des fruits, des verres de saké ou des tablettes gravées d'une prière. Hayate se tourna vers moi avec un air grave. « Tu connais ?» demanda-t-il, prudent. Je fronçai les sourcils, un peu surprise par le ton. « Oui, ce sont des Jizo. »« Mais tu sais quel est leur rôle ?»« Oui, répondis-je. Ils sont là pour protéger les enfants malades, les voyageurs, les pompiers. » Hayate serra les mâchoires. « Ils ne sont pas là que pour ça. » Il y eut un silence troublé par le pépiment des oiseaux annonçant le retour imminent du printemps. Hayate était dans ses pensées. Je ne comprenais pas le moment, mais j'étais mal à l'aise. Il prit une profonde inspiration. « Jizo est chargé de guider les âmes coincées entre deux mondes, et cela concerne toutes les âmes. »« Toutes les âmes, insista-t-il, même celles qui ne sont jamais nées. » Je me plaquai la main sur la poitrine pour calmer mon cœur qui avait passablement accéléré le rythme. « Est-ce que... » Il se tourna pour me faire face. « Beaucoup de femmes viennent rendre hommage à Jizo, » dit-il en plongeant un regard explicite dans le mien. Il me fallut quelques secondes pour comprendre pourquoi les femmes, et pas les mères, venaient rendre hommage à Jizo qui se chargeait du passage des âmes coincées entre deux mondes. Je baissai le nez, en proie au vertige. Les larmes inondèrent mes yeux, et la colère monta en moi. J'étais furieuse après lui, folle de rage même, qu'il ose parler de ça de cette façon, d'évoquer le passage d'une âme et un hommage. N'avait-il aucun cœur à m'infliger ça maintenant, alors que nous serions bientôt séparés et que tout ce qui devait compter était de nous construire les plus beaux souvenirs possibles ? Il était en train de tout gâcher. « Blue !» Il tenta de me toucher, mais je reculai. « Je veux rentrer chez moi. » Je voulais être seule, je voulais pleurer tranquillement. Je m'éloignai pour sortir du temple. Hayate me retint par l'épaule. « Blue, attends. » Je restais distante. Je le détestais à ce moment-là. Je ne voulais plus qu'il m'approche. Plus jamais. Il soupira. « Je ne comprends pas ce que tu as vécu. C'est quelque chose que je ne connais pas et que je ne comprendrai probablement jamais, » reconnut-il. Je m'essuyai les joues en me mordant la lèvre pour m'empêcher de lui asséner un magnifique « Alors pourquoi m'infliger ça si tu ignores ce que c'est, espèce d'insensible crétin ?» « Mais tu as changé ma vie, » m'avoua-t-il. Je levai un regard méfiant dans sa direction. Son raisonnement était loin d'être facile à suivre. Il m'adressa un sourire rassurant. « Tu as changé ma vie, » répéta-t-il. « Grâce à toi, je vais réaliser mon rêve. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de partir. Et je voudrais changer ta vie, comme tu as changé la mienne. » Il attrapa son sac dans lequel il fouilla. Il en sortit un morceau de tissu rouge qu'il me tendit. Je me cachai derrière ma main en syncope et secouai la tête. Pas question. « Blue, depuis le début, je sais que tu es blessée. Je sais que quelque chose te hante. Je veux partir en sachant que tu vas bien. Je veux quitter le Japon en étant certain que tu es heureuse. » J'éclatai en larmes. Il replaça doucement une mèche de cheveux derrière mon oreille.
Aujourd'hui, je veux que ce fardeau, ta peine, tes regrets, ta douleur, tu l'abandonnes ici, reprit-il. C'est à Jizō de s'occuper de ce souvenir. Il me faisait mal, c'était ignoble. Je me sentais sale et jugée par la personne qui comptait le plus pour moi. Mon regard trouble se posa alors sur les statuettes qui s'alignaient par dizaines. J'en avais croisé beaucoup au cours de mes visites au Japon, et toutes portaient des petits bonnets ou des bavoirs rouges. J'observais les offrandes, les bouts de tissu tantôt neufs, tantôt usés par les intempéries, parce que là depuis longtemps. Je me souvenais de tous ces temples, toutes ces statuettes à bavoirs rouges. Un bouquet de fleurs fraîches déposé au pied d'un des Jizō retint mon attention. Je frémis en apercevant une enveloppe de papier pliée où il était écrit « Je suis désolée, je ne pouvais pas, pardon », calé au creux de celui-ci. Hayate tendit un peu plus l'étoffe dans ma direction. « Abandonne ta peine, laisse Jizō s'en charger. » Je soufflais, les yeux rivés à l'enveloppe. Tout à coup, la peine était concrète. Je pouvais la regarder et la toucher. Elle était rouge et avait la douceur du coton. Tout à coup, je n'étais plus seule, et je la partageais avec toutes les femmes qui avaient fait le même choix que moi. Sans un mot, j'attrapais le bavoir que Hayate avait pris soin d'apporter. Impossible de trouver une statuette vierge, alors je décidai de poser le bavoir sur un autre, délavé. Je le nouai en prenant mon temps, mes mains tremblant beaucoup. Je repensais aux tests de grossesse, à Armel, à mes larmes, aux mots froids de la gynécologue, à ce petit point gris, aux visites humiliantes, aux médicaments, à la douleur et au sang, puis la honte, les regrets, les larmes, beaucoup de larmes, trop de larmes. Un peu de culpabilité, la crainte que les autres sachent et condamnent, le besoin d'en parler, mais la peur du regard qui change, le dégoût de l'intimité, le désir devenu infamie, puis l'angoisse que tout recommence. Tout ça, je le laissais ici. Je m'éloignais, abandonnant mon bavoir rouge accroché de travers autour du cou du Bouddha. Un jour, un autre bavoir remplacerait le mien, puis un autre, et encore un autre. Bien ou mal, ce n'était pas la question. Une vie ne pouvait naître au détriment d'une autre. Je ne quittais plus des yeux la statuette à laquelle je venais de livrer mon fardeau. J'étais débarrassée. Je pouvais avancer. Hayate restait à l'écart, silencieux, respectant ce moment important entre le moi du passé et le moi du futur. « Hayate » l'appelai-je sans le regarder. « Oui. » Je contins un sanglot. « Tu as changé ma vie. » L'heure était à la vérité. J'entendis ses pas dans les gravillons, puis sa chaleur autour de moi. Je ne réagis pas. Je me contentais de fermer les yeux, blotti contre lui, pour pleurer encore un peu, pour me laisser à ce mélange d'émotions et de souvenirs pour la dernière fois avant longtemps. Sans regret, tombent et se dispersent les fleurs de cerisier.